un petit bruit buccal subtilement dosé. Le chip est en danger. Rendez-nous les chips. On est en juillet et l'école est presque finie. Sirotez votre cacolac ou votre bissap, vous écoutez le chip. Je m'appelle Mélanie Wanga et comme d'habitude, je suis entourée du frétillant François Oulac. Frétillant, merci, je prends. Salut. Et du sémillant Kevin Donna. Pareil, j'adopte. Alors aujourd'hui pour notre dernière émission, on va faire un épisode un petit peu spécial, mais avant ça, François, tu as pris une grande décision. Dis-nous tout. Oui. J'ai décidé de me faire une teinture blonde. Alors c'est encore un sujet de débat au sein de mon entourage. J'essaie un peu de recueillir les votes, savoir qui est pour, qui est contre. Pour l'instant, j'ai une très grosse majorité de contre. D'accord. Moi, j'imaginais, tu vois, abandonner mon dégradé. Ok. Faire genre un truc, tu sais, raser un Yule, quoi, tu vois, cheveux après toute la même longueur. Ouais. Et puis faire une couleur un peu, tu sais, blond, mais pas blond platine peroxydé, genre blond à la... Je sais pas, à la Kanye West. Non, Kanye West, il est un peu trop blond, plutôt à la... Tu voudrais un truc plutôt marron. Ouais, tu sais, voilà, bronze, un peu... je sais pas si vous avez vu Pharrell quand il avait fait ça, mais c'était assez stylé. Ok. Donc, d'accord. Voilà. Donc, nouvelle coupe, nouvelle vie. C'est ça, new haircut hoodies. Alors, attends. Moi, ce que je te conseille, tu peux faire blond, mais seulement la moitié du crâne. Comme ça, tu continues à ressembler en Fari. Et là, tout le monde valide. C'est Fari qui se transmute en moi. Ok. Alors, cette semaine, on l'a dit, c'est le dernier épisode de la saison. Oh. Donc on s'est dit YOLO, on va innover, on va prendre des risques, on va tenter un nouveau format et on s'est décidé sur le mailbag épisode. Donc c'est un épisode un peu courrier des lecteurs RIS. Enfin, auditrices plutôt. Auditeurs, oui voilà. Et du coup on vous a demandé de nous poser des questions sur les réseaux sociaux et on en a choisi quelques-unes et pendant tout l'épisode on va y répondre. On n'a pas pu tout faire. On a juste décidé de répondre enfin à vos questions. On a juste décidé de prendre nos responsabilités. Hein. Il n'est jamais trop tard. Mais du coup, avant tout ça, un petit trashou iconique ? Alright. Pour ce dernier épisode, on avait un seul trashou iconique et c'est celui des réseaux. On vous a parlé de la petite sirène de Disney. Le dessin animé de 1989 va faire l'objet d'un remake en live action, donc avec des vrais acteurs et des vraies actrices, courant 2020. Disney a casté Hailey Bailey du duo Chloe and Hailey. Écoutez leur album The Kids Are Alright, il est vraiment très très bon. Protégé de Beyoncé. Protégé Beyoncé, oui, qu'elles ont été plus ou moins propulsées. On les a vus dans Brownish. On les a également vus dans Brownish. Elles ont un morceau avec Joey Badass qui est vachement bien aussi. Bref. Hailey a été castée pour incarner Ariel, donc la petite sirène, le rôle principal, alors que dans le dessin animé de 89, pour ceux qui l'auraient pas vu, Ariel était caucasienne, le coderme, n'est-ce pas, blanche et rousse. Voilà, donc conséquence, shitstorm, enfer et damnation sur les réseaux sociaux. Et donc si je vais un peu résumer la polémique, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ont fusé de part et d'autre, je la résumerai en deux camps. D'un côté, il y avait les anti-Hailey, on va dire, qui sont rassemblés sous le hashtag #NotMyAriel. Donc je vous résume un peu quelques-uns de leurs arguments. Vous ruinez notre enfance. La petite sirène est un conte danois, donc un conte d'Andersen, donc forcément la petite sirène doit être blanche. Il y en a marre des SJW et du Wakanda Twitter et de la police de la pensée unique qui prône le politiquement correct. Et puis évidemment l'incontournable. Et pourquoi pas caster Omar Sy dans le rôle de Bruce Lee pendant qu'on y est. Du côté des pro-Hailey, on a plusieurs arguments, notamment Hailey Bailey est parfaite pour le rôle, il nous faut plus de représentation de personnes noires au cinéma, et puis l'incontournable, détendez-vous, les sirènes c'est des personnages imaginaires. Argument auquel je souscris pas mal. Donc on vous a demandé ce que vous en pensiez, vous avez été plus de 500 à voter, donc il y a eu beaucoup de réactions quand même. 46% ont dit We stand a black queen, donc iconique pro Hailey évidemment. 4%, il y a pas d'UV sous l'eau, qui était une réponse inspirée d'un tweet qui est devenu assez viral d'un mec qui disait qu'il y avait pas d'UV sous l'eau. Donc on peut pas bronzer. Et donc on peut pas bronzer puisqu'évidemment les noirs sont juste des blancs qui ont beaucoup bronzé. Mais y a-t-il du liquide amniotique, y a-t-il des UV dans le liquide amniotique? C'est la question. Ce qu'il y a dans le ventre des mamans, tu vois, quand elles sont enceintes. D'accord. Voilà. J'avais pas pensé. Non mais c'est un grand scientifique, je pense que c'est Mac Lesguy qui a fait ce tweet. Et 50%
des gens ont répondu « Encore ce débat ?» Point d'interrogation, point d'exclamation. Fusionné. Je suis de leur camp. Alors, quelques réactions, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires. Donc, on a Tatou qui nous fait une piqûre de rappel et qui nous dit « Mami Wata est noire, donc ses descendants, dont la petite sirène, sont noirs. » Donc, Mami Wata, divinité d'Afrique de l'Ouest, qu'on retrouve également dans certains cultes caribéens sous le nom de Maman de l'eau. Donc voilà, en gros, voilà, Mami Wata les sirènes existent aussi dans le folklore et les traditions et les mythes africains et afro-caribéens. Donc, why not une sirène noire? On a Queen of Pettiness qui nous fait un commentaire qui va plaire à Kevin, puisqu'elle dit elle était où l'énergie des gens quand c'était des personnages non blancs qui étaient whitewashés? Moi, j'attends toujours la pétition pour l'incarnation d'Alexandre Dumas par Depardieu. Question que Kevin avait déjà soulève très souvent. Bah ouais. C'est quelque chose que t'en Mais il me semble qu'il y avait eu des gens qui s'étaient élevés contre ça, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Depardieu qui fait Alexandre Dumas en 2010. Donc c'est déjà une autre époque. Il y a certainement des gens qui ont dit des trucs, mais les réseaux sociaux n'avaient pas la même ampleur. Ouais. Et pour rappel, Alexandre Dumas, il était carteron, donc en gros un quart. Alors je mets plein de guillemets parce que c'est des termes de l'époque coloniale qui n'ont pas bien vieilli, qui sont assez coloristes et esclavagistes, mais voilà, c'est ce qu'on appelait à l'époque un carteron. Voilà, on a Sarah également qui se réjouit et qui dit enfin, quand j'étais jeune, je n'avais que Whoopi Goldberg, qui me ressemblait. Là, les petites filles vont pouvoir voir une nouvelle princesse Disney noire. Donc, enfin. Sinon, j'adore votre podcast. Vous êtes géniaux. Longue vie au chip. Merci, Sarah. Cool. On a Mamada Zojo qui souffre en silence depuis des années, puisqu'elle nous dit, j'ai encore Dragon Ball Z Evolution au travers de la gorge, donc laissez-nous blackwasher au calme. J'ai beaucoup aimé ce commentaire parce que je suis ressorti presque en larmes de Dragon Ball Evolution. À ce point-là? Ah ouais, non, vraiment. C'était non seulement un film entièrement whitewashé, mais aussi un très 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 mauvais film, l'une des pires adaptations de manga. Il est sorti récemment ou... Il est sorti, non, il est sorti début des années 2010. Ah, ok. Ouais, j'étais au collège ou au lycée à ce moment-là, peut-être 2005, 6, quelque chose comme ça. On a Who Is You Sharon qui décide de botter en touche et qui dit pourquoi on continue à donner de la visibilité à ces bêtises? Faisons nos vies, faisons nos bails, fuck eux. J'aime beaucoup cette réaction et c'est souvent ma position par rapport à ça. On a Jessica Day qui n'est pas dupe et qui nous dit bravo à Disney pour ce super coup marketing. Une petite sirène blanche n'aurait jamais autant fait parler de ce remake. Toute publicité est bonne à prendre, bonne ou mauvaise, mais bon, on stan quand même Hailey Bailey. Et on a enfin Ketera Moda, il y a d'autres réactions mais je vais m'arrêter ici, qui utilise un très bon gif de Maxine Waters, vous savez la sénatrice Reclaiming my time. Ketera Moda qui nous dit j'attends la Hollywood money pour le psy après le trauma qu'on doit encore affronter à chaque fois que les fachos sont sortis, à chaque annonce de ce type. Et donc la réaction de Ketera Moda, je pense qu'elle reflète un peu l'état d'esprit de pas mal de gens autour de cette table. 2 sur 3 sur 3. Ouais, non, en fait, je suis content, évidemment, qu'elle ait le rôle. Bon, ça change pas ma vie. Je suis pas super excité d'un énième remake en live action d'un Disney. Mais sur les réactions de gens qui disent, mais qu'est-ce qui se passerait si on disait ça, si on remplaçait un tel par un tel? Et en fait, ça n'a pas lieu d'être. Enfin, le déséquilibre est tellement grand qu'il n'y a pas trop de place au débat. Oui. Vous trouvez qu'il y a trop de princesses noires chez Disney? Ok, d'accord. Non, puis il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'à chaque fois on dit oui, si on remplaçait, moi j'ai vu un truc qui m'a énormément fait rire, qui avait mis la fiche de Kirikou avec un bébé blanc à la place, et en fait les gens ils sont obligés d'aller chercher le peu de représentation qu'on a, tu vois, genre on a 4 personnages, ils vont dire et si on prenait celui-là et qu'on faisait en blanc? Et t'es là genre mais tu te rends compte tu te rends compte du paradoxe en fait, enfin c'est assez flippant. Moi ce que j'aime à souligner en fait dans cette histoire, c'est juste que Disney ils sont assez forts, hein, parce que comme j'ai déjà dit, je pense qu'ils font pas ça de bonté de cœur. Non seulement cette fois de dire oui on a pris la meilleure, bah là il se trouve que effectivement je pense que Hailey Bailey a une voix en fait qui correspond carrément au personnage, mais ils font pas ça par gentillesse en fait, parce qu'ils se sont dit ah là là enfin on va mettre des noirs. Non, ils font ça pour des très bonne raison, qui est numéro 1, ça leur donne une bonne image, comme on disait tout à l'heure, toute publicité est bonne à prendre, regardez-nous comme on est woke, comme on est progressiste, et numéro 2, ça leur permet aussi d'attirer un public nouveau qu'ils n'avaient pas par ailleurs peut-être... Quel public nouveau Disney non mais tu vois justement c'est un vrai truc, ce truc de dire effectivement on perd un peu en vitesse, tu vois eux-mêmes ils sortent plus de films on va dire originaux, ils font des remakes, et du coup pour ces remakes, pour attirer en plus un public nouveau qui a peut-être pas les mêmes goûts qu'il y a 30 ans, ils ont compris un peu l'intérêt pécunier de la représentation, quoi. Bien sûr, ils se modèrent, mais de toute façon Disney est une immense corporation mondiale sans visage, ils font rien par philanthropie ou gaieté de cœur ou par valeur, ils font uniquement ça comme tu dis pour des raisons marketing, mais je trouve ça cool qu'ils se...
sens. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est pour des raisons pécuniaires et ils se modernisent, quoi, tout simplement. Moi, j'ai deux réflexions. La première, c'est qu'évidemment, j'aurais aussi voté pour la réponse 3. Encore ce débat, parce que c'est vrai que c'est un débat qui est quand même très redondant. On a eu la discussion lorsque John Boyega a été choisi pour incarner un personnage en Star Wars. On a eu la même chose lorsque Nora Dumezweni a été choisie pour incarner Hermione Granger dans Harry Potter 8 au théâtre. On a eu la même chose pour tout le casting féminin de Ghostbusters le remake, et puis pour Idris Elba évidemment dans le rôle de James Bond. Idris Elba qui d'ailleurs vient d'annoncer cette semaine qu'il renonce tomber, voilà, à essayer d'avoir le rôle à cause des réactions racistes. Donc bref, le débat sur la race des personnages, fictionnels ou pas, c'est un débat qui est passionnant et que moi j'adore avoir, mais c'est vrai qu'on le refait tout le temps, on a toujours les mêmes arguments, un peu ad nauseam, et perso je trouve ça assez agaçant, et donc je comprends le ras-le-bol de nos auditeurs. La deuxième réflexion que je me suis faite, c'est que les réactions du camp anti-Hailey, quand vous y pensez, elles font assez froid dans le dos. Je suis un compte Twitter qui s'appelle Shitty Gamer Takes, qui en fait fait des posts, des captures d'écran, comme son nom l'indique, d'avis de gamers merdiques. C'est-à-dire que, en gros, c'est des gamers des gamers conservateurs, souvent pro Gamergate ou des choses comme ça, j'imagine, pro 4chan, vous savez, qui expriment leurs avis contre la représentation dans le monde des jeux vidéo. Donc ça va être des commentaires du genre, comment ça se fait qu'on puisse prendre des personnages noirs alors qu'avant, voilà, c'est un monde de fantasy, c'est un jeu fantasy, on pouvait prendre que des personnages blancs, c'était bien comme ça. Pourquoi est-ce que Xbox et Microsoft, ils ont mis un drapeau Pride le jour de la Pride et tout? Pourquoi ils viennent vous savez, inviter la politique et toutes ces questions de minorité dans nos jeux vidéo, on était très bien comme on était, etc. Et en fait, donc c'est exactement le même débat qu'on a aujourd'hui avec Ariel ou dans le cinéma et la pop culture. Et quand tu prends ces commentaires hors contexte, genre on veut pas qu'un tel soit noir, ça n'a pas de sens que machin ne soit pas blanc, pourquoi vous voulez nous imposer des LGBT partout, etc. Quand tu oublies le fait qu'on parle d'œuvres fictionnelles, voilà. Moi j'aimerais bien que quelqu'un fasse un projet artistique, tu sais, prennent ces commentaires, les impriment en grand sur des très grandes affiches, en découpant dans Star Wars, les références pop culture, voilà, en découpant le contexte et en reprenant juste les arguments en substance, et qu'on affiche ça dans la rue et on verrait comment les gens y réagissent. Donc bref, ce que je dis, c'est que quand tu prends ces commentaires-là hors contexte, il s'agit ni plus ni moins, selon moi, de commentaires de suprémacistes blancs en fait. Et ce qui est drôle, c'est que la pop culture finalement permet d'exprimer des avis éminemment politiques, mais qui seraient étiquetés d'extrême droite dans tout autre espace, tout autre contexte, en fait. Si tu prends... Je peux juste interrompre une minute. Je pense qu'il y a aussi des gens qui, de toute façon, ont ces réactions-là, pas seulement. Je suis d'accord qu'il y a une partie de haine, de rage et tout ça. Il y a aussi des gens qui ne veulent pas que les grandes corporations prennent position d'un camp ou de l'autre sur ces questions-là. Ces dernières semaines, c'était le mois de la Pride. Tu crois à une forme de libertarisme, en gros? Non, pas. Enfin, des gens qui vont dire de la communauté LGBT ou je sais pas, ou des activistes noirs qui vont dire il y en a marre que les entreprises surfent sur le mois de l'histoire noire, que Nike surfe sur le mois de l'histoire noire, que Starbucks surfe sur le mois des fiertés. Et donc un peu Disney qui, on l'a déjà dit, on a déjà pris la précaution de dire que c'était une grande entreprise internationale, mais il y a des gens qui disent voilà, Disney, quand ils s'emportent de ces questions-là, ils le font pas nécessairement toujours bien. C'est pas juste est-ce que c'est des bonnes intentions, c'est aussi est-ce qu'ils le font bien. J'ai une pote qui était à la Pride à Paris, et qui me disait mais en fait les 3/4 des chars c'est des chars corpo, et en fait c'est assez légal. Elle me disait qu'elle est passée devant le char Mastercard, et que selon elle c'est vraiment un dévoiement finalement de la cause. J'ai vu une vidéo sur YouTube qui expliquait en plus à quel point les corporations comme Starbucks notamment, ça se concentrait sur Starbucks et sur le fait qu'ils te disent oui 30% de ta boisson est reversée à je sais pas qui, et qu'en fait à terme c'est genre $200,000, ce qui paraît énorme, mais quand tu vois que Starbucks gagne fait des revenus à hauteur de milliards chaque année, tu te dis c'est vraiment du foutage de gueule, et c'est vraiment, ils utilisent ça pour leur image en fait. Ouais, c'est clair. Puis là, sans compter les questions d'évasion fiscale, etc. Bien ça sûr. ne paie pas leurs impôts. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une fois que ces gens-là se permettent d'exprimer ce genre d'avis, et j'ai l'impression que parce qu'on parle de séries, de fiction, de jeux vidéo et de pop culture, c'est des avis qui sont considérés comme mais c'est bénin. En gros, les gens ils sont cons, ils sont en train de s'écharper autour d'œuvres de fiction. Alors qu'en fait non. Donc je trouve ça un peu ironique, et je pense qu'on devrait. On en a marre des noirs dans les jeux vidéo. En fait, faut enlever les jeux vidéo. T'enlèves dans les jeux vidéo, c'est ce que je dis. Et là, tu comprends à quel point c'est des avis effrayants. Et je pense que ces gens-là eux-mêmes ne se rendent pas compte à quel point ces opinions-là sont
sont dangereuses parce que je pense que c'est des gens qui sont pas forcément politisés, qui sont pas forcément des gros nazions, tu vois, qui vont dire la même chose dans un autre contexte, mais qui vont se permettre ce genre de violence, tu vois, parce qu'on parle de jeux vidéo ou de pop culture. Donc voilà, moi je trouve ça un peu chaud. Live Ariel Alone. Live Ariel Alone et ce qui est drôle, c'est qu'après c'est nous, genre le cheap ou les noirs en général, qu'on va accuser de voir de la politique et de la race partout. Donc lol. Alors, le mailbag épisode, comment ça marche ? On vous a demandé donc de nous envoyer vos questions pop culture et société. On a trié vos messages et on a sélectionné ceux qui nous ont inspirés. Donc vous êtes prêts ? C'est parti, on commence. Ouais, alors la première question, c'est pour François. C'est une jeune femme qui s'appelle Gladys. Et c'est à propos de l'épisode d'Intouchable. Il y a quelques épisodes, on a fait Intouchable, comparaison avec l'art The Upside. et la manière. Voilà, la version VF. Épisode 16. Elle nous rappelle que le film est tiré d'une histoire vraie où le personnage d'Omar Sy, donc Driss, n'est pas noir, qu'il est d'origine maghrébine. Il s'appelait Abdel Selou. Il a d'ailleurs été consultant sur le film et selon elle, c'est peut-être pour ça qu'il n'écoutait pas de hip-hop. Je me souviens qu'effectivement, tu disais que quelque chose qui t'avait un peu froissé aussi bien dans l'original que dans le remake, c'était le fait que ce soit dans la version française Earth, Wind and Fire ou Kool and the Gang et Aretha Franklin dans la version américaine. Ils ont fait un choix, on va dire, de lisser, on va dire, cet aspect-là de la culture. Ouais. Allez de vous, Philippe. C'est qui ce type ? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Comment il est grand, il est costaud, il a 2 bras, 2 jambes, un cerveau qui fonctionne, il est en bonne santé. C'est trop long, là. Les gars des cités, ils n'ont aucune pitié. C'est ce que je veux. Aucune pitié. Voilà, c'est bon comme ça ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bah, c'est vrai que le vrai entre guillemets le vrai Omar Sy, le vrai Driss, le vrai Driss plutôt, je crois qu'il est d'origine algérienne, Abdel Yasmine Selou, et c'est vrai que son histoire d'amitié, parce que l'époque aussi est différente, c'est vrai que son histoire d'amitié avec le vrai Philippe, donc Philippe Pozzo di Borgo, elle se déroule dans les années 90, c'est-à-dire que Philippe Pozzo di Borgo devient tétraplégique en 93 à cause du fameux accident de parapente, et c'est là qu'il prend donc cette espèce d'auxiliaire de Vic avec qui il va en fait entretenir une relation fusionnelle pendant 15 ans. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est que en 93, le rap existe déjà en France déjà. En 93, NTM et IAM sont actifs depuis 88. Et donc en 93, on est en plein âge d'or du rap. Ça danse le Mia à cette époque-là. Je danse le Mia ça commence à être mainstream. Je danse le Mia est sorti précisément en 93. Lorsque Abdel Selou se met à travailler avec Philippe Pozzo di Borgo, il a 21 ans. Il a 21 ans, il est originaire d'une cité en région parisienne. C'est quand même très probable qu'à ce moment-là, Abdel écoute du rap. Plus du rap. Moi, je le vois plus écouter du rap que de la funk ou du disco. Donc déjà, moi, c'est la première chose que j'ai envie de... Tu penses que c'est du washing de goûts musicaux ? Je continue de penser que c'est du washing. Et même si c'était pas le cas, même si disons que le vrai Abdel de l'époque n'écoutait pas de rap et il préférait la disco et le funk, ce qui est tout à fait possible. Le film Intouchable, ça reste une adaptation. Ils ont fait des choix et ils sont arrangés avec la réalité. Par exemple, le film ne se passe pas dans les années 90. Ouais, dans les années 2000, il y a des téléphones portables. Le film se passe dans les années 2000. Abdel ne s'appelle pas Abdel et n'est pas algérien, mais justement, c'est Omar Sy. Donc ils ont fait des choix avec la réalité. Du moment qu'on fait des choix avec la réalité, on peut aussi s'adapter avec ça. Et donc pour moi, ça reste un choix arbitraire. Et dans les années 2000 où se passe le film, c'est évident que le rap est déjà évidemment hégémonique en France, notamment dans la jeunesse parisienne. Le personnage de Driss, c'est un banlieusard d'une trentaine d'années. Pour rappel, le film sort en 2011. Voilà, 2011. Driss, c'est un personnage, c'est un jeune comme les autres. C'est 1000 fois plus probable que ce mec-là écoute du rock que du Earth, Wind and Fire. Donc voilà, pour moi, ça reste un choix arbitraire quand même, et je pense qu'ils auraient dû faire un autre choix arbitraire, ne serait-ce que pour rendre le film un peu moins ringos aussi et le mettre plus en lien avec l'air du temps. Ouais, Kevin. Alors, pour le coup, s'il a été consultant, Abdel Selou, et qu'il a eu son mot à dire sur la musique, je trouve que c'est assez réaliste, du coup. En fait, ce que je veux dire, c'est que même s'il avait 21 ans dans les années 90, etc., je pense que sa génération fait un peu le pont entre cette musique funk qu'on écoute en région parisienne dans les années 80-90 et le rap qui arrive. Si tu regardes les gars DJ Abdel, etc., c'est vraiment la musique qu'ils ont écoutée dans leur jeunesse, qu'ils vont sampler, qu'ils vont utiliser à fond dans les années 90. Ça donne une couleur même au rap français. Après, c'est vrai que si le film en 2011, moi je me souviens dans l'épisode où on en parlait, j'ai justement que
en termes de swag, avec des guillemets, une expression qu'on disait en 2011, ouais, c'est faible. Ouais. Et n'oublie pas qu'ils se rencontrent en 93, mais ils ont été en pendant des années. Ouais. Pendant des années. Donc en 98, Sense and Me Style. Mais alors, vois ce que je veux dire, on est en plein âge d'or du Est-ce rap. qu'il n'y a pas un problème de génération? Je sais pas, dans la vraie vie, quel âge il avait aussi à Il ce avait moment-là 21 ans quand il rencontre Philippe. Tu vois, donc quand bien même en 93, je veux bien que le rap n'ait pas explosé, même si pour moi il a déjà explosé. 5 ans plus tard, parce que le film il se concentre sur plusieurs années, tu vois. Ouais, bien sûr. 5 ans plus tard, c'est Sense and Me Style, c'est. Oui, si ça avait été un quarantenaire, t'aurais peut-être pu justifier ça en disant peut-être que le gars écoutait ses vieux trucs et que voilà sûr, quoi. C'est évident, c'est évident. Donc François, tu as raison. Et voilà, c'est ça qu'il voulait entendre. Pour résumer, oui. Voilà. Alors pour la suite, on a une question de Hermela qui nous demande du coup bonjour, bravo et merci pour ce merveilleux podcast qui m'a boosté à lancer un podcast avec un ami. J'ai gardé ça parce que ça fait chaud au cœur. Donc par rapport à l'épisode Jérôme et moi, est-ce qu'après le partage de vos expériences, vos Jérômes respectifs ont émis des commentaires? Se sont-ils reconnus? Si oui, étaient-ils positifs ou ont-ils mal pris ce que vous avez partagé? Alors François, on veut bien que tu répondes parce que c'est ton idée. Cet épisode, c'était un peu ton idée. Ouais. Et tu peux peut-être juste nous rappeler de quoi parlait l'épisode Jérôme et moi. Ouais, Jérôme et moi, c'était un épisode... en fait, j'ai proposé à KVML de parler de ça en revenant de vacances aux Antilles où j'avais invité quelques amis, en grande majorité locaux-dermes. Et blanc. Je sais. Tipex maintenant. Oh God. C'est les trucs de Twitter. That's offensive. Et bref, en gros, voilà, j'avais subi pas mal de micro-agressions et j'avais envie de m'interroger sur comment tu fais pour gérer les micro-agressions lorsqu'elles viennent de personnes qui viennent de ton propre cercle d'amis, de gens que souvent t'as rencontrés avant même que toutes ces histoires de wokeness et de trucs comme ça soient forcément des choses importantes pour toi. Et donc des gens à qui tu peux pas renoncer en un claquement de doigts comme ça, et à qui pourtant il faut expliquer, il faut surmonter, on va dire, ce gap de la question raciale. Donc c'est marrant parce que c'est un épisode qui a beaucoup résonné, j'ai l'impression, avec les éditeurs. J'ai eu pas mal de retours, même aujourd'hui, des gens qui viennent d'écouter le podcast ou qui l'écoutent depuis longtemps, mais qui vont me parler de cet épisode qu'on a fait maintenant il y a presque un an, quoi. Premier épisode de la saison 3. Ouais, premier épisode de la saison 3 chez Binge, donc ça fait plaisir et ça montre que on vit tous un peu la même expérience. Alors pour parler un petit peu de Jérôme, de mon Jérôme, Jérôme va bien. Je l'ai vu, je l'ai croisé il y a quelques semaines. Ah ouais. Il n'était pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai dit sur lui dans l'émission. Mais voilà, en grande globalité, Jérôme a trouvé le débat très constructif. Il a même fait écouter le chip à sa copine là récemment. Faut savoir aussi qu'il n'était pas d'accord sur tout pour certaines raisons. Déjà, des fois, il trouvait que bon voilà, t'abuses quand même. Je suis pas tant comme ci que comme ça, etc. Bon, des trucs un peu de dosage, on va dire. Et puis il faut aussi savoir que Jérôme en fait ne représente pas qu'une seule personne. En fait, c'est comme un personnage de fiction. Pour moi, Jérôme en fait c'est 70% de Jérôme et 30% d'autres Jérôme. C'est-à-dire qu'il y a 70% d'un seul Jérôme et 30% d'agrégats. Des Enguerrand, voilà, des Gonzague, voilà, des Lucas. et donc voilà. Mais c'est vrai que la grande majorité de Jérôme, c'est un seul Jérôme. Et donc ce Jérôme-là, en fait, je l'ai appelé avant l'émission d'ailleurs et je lui ai dit, écoute, je vais parler de ça, etc. Et je veux juste te prévenir. Je veux pas que tu découvres, je veux pas que tu aies l'impression que je dis des trucs sur toi un peu à ton insu, que tu pourrais penser en plus un peu offensant et sans avoir été prévenu. Et il m'a dit non mais il y a aucun souci, etc. Et il a écouté l'émission, donc voilà, aucun problème. T'as répondu il y a aucun problème, négro. Non, il a pas répondu ça. Et donc pour revenir un peu sur son évolution, bon bah j'évite quand même encore de parler de manière frontale de race avec Jérôme. Je suis pas allé débriefer l'affaire Nick Conrad avec Jérôme. mais je le vois quand même évoluer. C'est toujours quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui se déconstruit lentement sur la race, mais aussi sur le genre. Et on a souvent quand même des débats parce que bon voilà, Jérôme exerce une profession qui fait que voilà, il est souvent en lien avec l'actu et donc on est en plein dans les débats de société, etc. Et donc c'est quelqu'un de renseigné et c'est quelqu'un qui réfléchit. Il m'a dit des trucs qu'il avait pu dire ou penser par le passé, des trucs qu'il a pu faire et qu'aujourd'hui il comprenait que ça avait pu avoir un caractère problématique, genre ah ouais l'autre jour quand même, ouais j'avais fait ça, je me suis dit bon finalement en regard de d'autres trucs, bon c'est vrai que c'était chaud et bon c'est vrai que je ferais les choses autrement. Donc je pense que quand même il évolue et c'est une bonne chose. Il y a des choses sur lesquelles il reviendra pas, ou du moins pas tout de suite. Et c'est de ces choses-là en fait que j'évite de parler avec lui et je laisse aller à son rythme. Moi tant que je
Tu vois, tant qu'on n'a pas ce débat, tant qu'on n'a pas une sorte de vieille discussion houleuse sur le sujet, je le laisse dans son truc et je le laisse réfléchir tranquille, tu vois. Et est-ce que tu serais prêt à avoir quand même des débats avec lui sur certains sujets qui piquent? On débat souvent, on parle beaucoup d'actu, mais comme je te dis, je me préserve quand même une sorte de poche de trucs où je sais que voilà, il risque de dire un truc qui va me saouler, et on va partir dans les tours et ce sera pas constructif en fait. Donc voilà, il évolue. Et ce qui est intéressant avec Jérôme, et c'est pour ça que je pense que l'épisode était intéressant, c'est que c'est pas un nasillon ou un cas désespéré en fait. C'est un mec qui est parfois un peu bourru et pas toujours très à l'aise avec le fait de remettre en cause sa blanchité ou sa masculinité ou ses privilèges ou tous ces trucs-là. Et donc je trouve qu'en ce sens-là, il représente 90% en fait des personnes blanches de France. C'est des gens, pour moi, 90% des blancs en France, c'est pas des gars qui votent ou des meufs qui votent Marion le Maréchal Le Pen ou qui font Non, c'est que des trucs. 30%. Oui, c'est Voilà. C'est ça, les hein. européennes. Mais pour moi, la majorité des blancs en France, c'est les gens dont Martin Luther King parlait, les white liberals, qui en fait ne bougent pas en fait. Et donc pour moi, c'est des gens qui sont pas méchants, mais qui n'ont jamais connu l'expérience de la minorité et donc qui, ils comprennent juste pas pourquoi on les saoule avec toutes ces histoires. Moi, je pensais ça, mais d'esclavage et de effectivement, quand culture, je vois quoi. les résultats des élections en France, c'est une position qui est en train de s'éroder. En fait, je suis en train de me dire, mais en fait, soit la société change, soit les gens en fait se radicalisent. Mais moi, je crois que cette part de gens dont tu parles est en train de diminuer et qu'elle est remplacée par. Moi, je pense que c'est les gens. Je pense que la part n'évolue pas, ou peut-être qu'elle évolue un petit peu, mais je pense que surtout que ces gens-là s'expriment plus dans les urnes. Et je pense aussi que de l'autre côté, les formations politiques comme le Rassemblement national deviennent également plus friendly, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que la droite aujourd'hui, Plus inclusive. c'est ça, plus inclusive, et qu'aujourd'hui la droite traditionnelle, elle ressemble de plus en plus à l'extrême droite, et l'extrême droite, elle ressemble de plus en plus à la droite traditionnelle. Donc t'as des gens qui en fait étaient juste de droite et qui maintenant, enfin tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand même. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est pour ça aussi que c'était intéressant de parler de Jérôme, c'est que c'est pas un extrême, et je pense que c'est plutôt représentatif de la société française. Donc voilà, Jérôme va bien, Jérôme évolue, Jérôme est toujours mon ami, et on va bientôt partir en vacances ensemble d'ailleurs. Donc voilà. Oh. Sympa. Alors ensuite, on a une question de BPO Rushine qui nous demande: depuis le commencement du podcast, est-ce que votre mentalité concernant la question raciale a beaucoup changé? Si oui, en quoi? Quelles sont les réflexions, pensées que vous aviez avant qui étaient bancales ou problématiques, mais sur lesquelles vous vous êtes finalement renseigné pour ensuite changer de façon de penser? Merci de ce que vous faites. De Kevin? rien. Ouais, merci. Alors, sur la question raciale, j'ai appris des choses, évidemment. On a commencé en 2016-2017. J'ai appris des choses, mais en vrai, pour moi, ce qui a tant évolué, c'est pas ce que je pense de la race, d'être noir, etc. C'est plutôt en étant passé par beaucoup de réflexions sur la question noire, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'identité en général. Et on dit souvent que si on s'intéresse trop à sa communauté, on devient hyper autocentré, on n'a pas d'empathie pour les autres. En fait, moi, je pense modestement que c'est l'inverse qui m'est arrivé. Les questions de féminisme, LGBT en particulier, j'y suis arrivé à travers la question noire, à travers des réflexions qu'on avait avec François, qu'on s'est rencontrés sur la masculinité noire et trucs comme ça. Le premier, on avait fait un pilote de podcast. Collector. Collector, c'est ça, où on recevait Kid Ismail pour parler de Renoir fragile et de toutes ces questions-là. Donc moi, j'ai lu pas mal de choses, j'ai regardé des trucs sur ce sujet-là. Pas juste la saison 2 de Pause. D'autres, il y a des trucs un peu plus profonds que ça, même si c'est cool. Je suis à l'épisode 3, c'est très très bien. Non, donc non, je me suis renseigné sur ce que c'est d'être un homme hétéro cisgenre, par exemple. Là, récemment, j'ai écouté le dernier épisode d'un podcast très cool, un podcast français qui s'appelle Mansplaining, qui est présenté par Thomas Messias, qui est prof de lycée et journaliste. Et le dernier épisode s'appelle Dans la tête d'un hétéro. Et donc, il parle de tout ce qu'on a, toutes les représentations qu'on a, tout ce qu'on a, on est censé être en droit d'attendre et tout. Donc, c'est des trucs que je me posais pas nécessairement avant parce que j'étais dans ma ligne et que je me posais pas toutes ces questions-là. Et dernier truc sur la question LGBT, j'ai jamais pu en parler dans le chip parce que c'est pas une personne noire qui fait ça, mais depuis quelques mois, je suis un grand fan d'une youtubeuse qui a commencé sa carrière de youtubeuse en tant que youtubeur. Elle s'appelle ContraPoints, Nathalie Wynn. C'était à l'époque, il y a 2-3 ans, un YouTuber, donc 6 quoi, étudiant en
comment ça s'appelle, en thèse de philo, qui a tout laissé tomber pour être sur YouTube. Et depuis, donc elle a transitionné et entre 20 et 40 minutes prend des sujets politiques, culturels, etc. et fait de la déconstruction. On the one hand, you have Judeo-Christian values, and on the other hand, you have degenerates like William Shakespeare, who wrote plays for men to dress up as fairy queens and make out with each other, which, for the record, is disgusting, and I condemn it, and I'll have no part in it. Because if you didn't know, in Shakespeare times, boys in drag played female parts. I wish I had female parts. Working on it. En fait, elle est partie du principe que sur YouTube, il y avait énormément de masculinistes, de gens d'extrême droite, de fans, de plein de gens avec des idées nauséabondes et qui avaient une vision hyper étriquée de ce qu'on pouvait faire sur YouTube, des gens qui regardent tout droit dans la webcam et qui crient des choses méchantes. Et elle, en fait, elle fait des mises en scène extraordinaires, elle prend des semaines pour faire ses vidéos, elle est à moitié en drag queen, mais en même temps, elle parle de philosophie, de trucs comme ça. C'est complètement déconstruit, c'est fou, c'est incroyable. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là que j'ai découvert en étant plus dans les podcasts sur YouTube, sur les trucs comme ça, et ça vous intéresse, bon, on vous mettra les liens. Moi de mon côté, avant le podcast, j'étais pour le coup beaucoup axée sur les questions de féminisme au sens large en fait, et grâce à l'émission et grâce au questionnement en fait que j'ai continué à me poser à partir du moment où on a commencé l'émission. Après, j'ai envie de dire que c'était peut-être quelque chose qui était déjà entamé avant. Mais j'ai compris, en fait, je pense, ce que c'est vraiment d'être une femme noire en France. En fait, moi, c'était ça qui m'échappait, parce que, effectivement, mon parcours féministe, c'était beaucoup de livres, beaucoup de grandes penseuses du féminisme français, et malheureusement, en fait, c'est énormément de femmes blanches, c'est Simone de Beauvoir, c'est la deuxième vague du féminisme, c'est tout ça. Et en fait... je pense qu'à partir de 2015, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'afroféminisme et à ce que ça voulait dire. J'ai fait beaucoup de lectures, Bell Hooks, Angela Davis, et c'est vraiment ça. Je pense au final que c'est notre cas, tous les trois, c'est l'intersectionnalité en fait qu'on a réussi à appréhender. Qu'est-ce que c'est en fait que toutes les oppressions se croisent et que même quand on est un homme noir, et finalement il y a des choses qu'on n'a pas déconstruites, et quand on est une femme noire et qu'on est en minorité dans un pays blanc, pareil, il y a des choses qu'on déconstruit pas nécessairement tout de suite. Il y a énormément d'histoires, notamment aussi avec le Paris noir et toute l'histoire en fait des Noirs en France que j'ai découverte, que j'ai appréhendée, que j'ai compris en fait. Et en fait, c'est comme un puzzle. Au début, tu as ton petit bout de puzzle, tu as tes 5 pièces, et puis au fur et à mesure, tu rajoutes des pièces, et puis le paysage commence à s'agrandir, et tu commences à comprendre l'immensité en fait et tout ce que ça veut dire, tous les gens qui se sont battus avant nous, qu'est-ce qu'ils ont apporté, beaucoup de gens qui se sont battus, qui ont fait des choses, qui ont été oubliées, qui ont été effacées de l'histoire, et du coup on a cette espèce d'éternel recommencement en fait, où on découvre à nouveau l'eau chaude, alors qu'en fait non, il y avait des penseurs qui avaient écrit des livres sur ces sujets-là bien avant nous, qui ont des risques, qui s'est engagé, et c'est voilà et c'est fou, et en même temps c'est je trouve que ça donne de l'espoir, parce qu'on se dit, en fait, ça veut dire que c'est à nous aussi de nous battre pour changer la manière dont ces choses-là sont représentées dans la société, peut-être la manière dont on apprend les choses à l'école. Moi, j'ai appris tellement de choses grâce à des threads sur Twitter, quoi. Des trucs que jamais j'aurais appris à l'école autrement dans les cours d'histoire. Et vraiment, moi, c'est vraiment cette évolution-là qui s'est fait. La condition noire en France, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que pareil, on le dit souvent, mais on est souvent tourné vers les États-Unis. Et c'est pour ça que maintenant, je rigole un peu quand il y a des médias qui disent oui, alors la question des réparations se pose aux États-Unis, et en fait maintenant je rigole et je fais ah oui, et je comprends en fait qu'en France on a vraiment encore beaucoup de chemin à faire, et pour nous accepter ce qui s'est passé, faire un travail dessus. D'ailleurs, il y a un documentaire qui va sortir normalement début 2020 sur France 2 sur justement, apparemment c'est l'anniversaire de certaines décolonisations. En fait, ils vont faire tout un truc sur l'Algérie, tout ça. Et en fait, ils ont interviewé justement des gens de notre âge pour savoir qu'est-ce l'histoire alternative, en fait. Comment les gens, en fait, qui descendent des gens qui ont été colonisés, vivent cette histoire qui est apprise d'une certaine manière dans les livres d'histoire, mais qui, dans la réalité, que ce soit par nos parents, nos grands-parents, n'est pas du tout vécu de la même manière. Ça va être hyper intéressant. Et en tout cas, je suis contente. Je me méfie de la façon dont France 2 le traitera, mais je salue l'initiative. Écoute, je vais être interviewée, donc je vais essayer de faire passer certains trucs. Mais en tout cas, je trouve ça
hyper intéressant qu'un grand média prenne cet angle-là de. Ah oui. Tu vois, ils auraient pu ouvrir des livres d'histoire et faire venir des experts Ah et dire oui, racontez-nous ce qui s'est passé. Non, là, ils vont Ouais. interviewer vraiment des gens qui ont vécu ça. Histoire vivante. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et toi, François? Moi, je dirais qu'en fait, c'est paradoxal, mais plus je me renseigne sur toutes ces questions de wokeness et sur voilà, toutes les idées progressistes en général, on va dire, plus je deviens tolérant, en fait, avec les gens qui ne sont pas justement là-dedans. C'est étrange, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, je pars du principe que très socratien, hein, que plus j'en sais, moins j'en sais en fait, et qu'en fait la vraie sagesse c'est de reconnaître qu'on n'y connaît rien et que de toute façon on n'y connaîtra jamais tout. Et donc du coup je me rends compte à quel point la déconstruction et tout ce dont on parle tout le temps dans le chip, mais même ailleurs, et notamment sur Twitter, je me rends compte que c'est un très très long processus intellectuel qui d'une part n'est jamais terminé, et d'autre part est très très long et demande beaucoup de ressources, beaucoup de temps, beaucoup de capital social, de capital culturel, de capital économique. Je me rends compte qu'en fait, pour beaucoup d'entre nous, voilà, la wokeness, en fait, c'est un truc de CSP+, bourgeois, parisien, qui parle anglais, en fait. Et donc, je suis justement de plus en plus tolérant avec les gens qui n'ont pas forcément ni le temps ou même l'envie, en fait. Parce que tout le monde s'intéresse pas à ces questions et tout le monde ne se lève pas le matin avec le poids du monde et des oppressions sociétales et systémiques sur les épaules. Donc, je suis de plus en plus tolérant, en fait, avec les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas s'engager sur ce long chemin qui s'appelle la déconstruction, etc., etc., etc. Alors évidemment, j'ai quand même un minimum syndical. J'ai quand même un minimum syndical. Vous pensez bien. Mais attends, François, j'entends de façon théorique, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Mais en même temps, je te vois te fâcher avec des gens, avec des Jérôme qui sont des gens tout à fait convenables et qui sont plus éveillés, plus tolérants que 80 à 90% des gens avec qui tu vas interagir dans la rue. Mais là, c'est parce que c'est tes amis, c'est parce que c'est tes proches, t'as des exigences. Tu parles d'amis proches qui s'engagent avec moi dans une discussion précise où tu vois, je vais aussi me sentir attaqué et où clairement là, on est dans un débat, tu vois, en discussion où je peux pas juste fermer ma bouche et rien dire, tu vois. C'est des cas un petit peu particuliers, mais je parlais plutôt en règle globale, tu vois, sur ma façon de voir les choses. Et donc voilà, quand aujourd'hui un rappeur dit un truc stupide sur la race ou le genre, je dis pas que j'approuve, je dis ouais mais bon, what did you expect en fait? What did you expect? C'est un produit de son environnement. Mais les années 2010, ça nous a vraiment permis, je trouve, de mettre à distance les célébrités et d'en fait se dire c'est pas parce que quelqu'un est célèbre qu'il a conscience de grave, c'est pas la mission des célébrités d'apporter le bien dans le monde et ils sont pas plus intelligents que les autres. Après il y a des limites aussi, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as quelqu'un qui va te sortir un gros truc raciste sur un plateau télé, il faut quand même que ce soit challengé, tu vois, ou un gros truc sexiste. Ah oui, je te dis. Mais la barre n'est pas là non plus. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de faire du négationnisme de l'esclavage en prime time pour avoir des problèmes avec Twitter, par exemple. Tu peux dire des choses bien moins graves que ça sur n'importe quelle question sensible, parce que justement ce sont des questions sensibles, c'est logique que ça déclenche des réactions fortes, mais ce que je veux dire c'est que le niveau d'attente qu'on peut avoir à certains moments aussi est plus élevé qu'il y a 20 ou 30 ans. Oui, grâce aux réseaux sociaux notamment, mais c'est ça que je dis en gros, c'est qu'aujourd'hui je suis en mode voilà quoi, what did you expect, et peut-être que je vais pas pointer du doigt quelqu'un qui tu vois n'a pas forcément fait tout ce travail, c'est genre il est dans son rôle, il c'est un produit de son environnement, you do you, I do me, et voilà, et je ne me trouve pas de nouvelles raisons tous les jours de m'indigner, sinon ma santé mentale va s'en détériorer et ça sera pas très constructif. Moi je pense qu'il faut surtout sur chaque question sensible de société, il faut à peu près être capable de mesurer dans quelle mesure on est minoritaire ou majoritaire. C'est-à-dire que une bataille sur comment dire, un domaine sur lequel tu es extrêmement minoritaire, même si tu as complètement raison, tu peux pas attendre de la part de la société, de l'ensemble de la société, de faire comme si ton avis n'existait pas. C'est comme arriver avec des théories sur le blackface en 2010, tu te fais défoncer. Bah oui, mais bien sûr, ça veut pas dire que t'as tort, ça veut juste dire que faut être conscient que le mainstream autour de toi va te faire, et c'est pas les blancs, pour le coup, non, c'est tout le monde. Pour une fois,
on peut arrêter le truc. C'est une question qui... C'est les l'opinion, engueulades que j'ai sur ce sujet-là, je les ai autant avec des noirs qui sont pas d'accord avec moi, mais qui sont mes proches, ma famille, machin, que avec des blancs qui n'y connaissent rien et qui voilà. Donc c'est des questions super complexes. Ouais. De ouf. On a une question de Juniba qui est métisse et qui a une question pour Mélanie. Elle explique que du côté noir de sa famille, donc métisse, donc on lui dit que elle est... non, pardon, je reprends, je me suis trompé, c'est pas une femme, c'est un homme, donc je reprends. Donc la... Question pour Mélanie de Juniba, qui est métisse et qui, du côté noir de sa famille, se prend souvent des réflexions du style « tu es français », tu ne sais pas ce que c'est le racisme, ça ne te touche pas, ça ne te concerne pas. Mélanie, est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu, par exemple quand tu as voyagé en Côte d'Ivoire ou ailleurs ? C'est quelque chose que j'ai même entendu ici en France. Je voudrais juste faire un petit rappel sur le fait qu'on dit souvent que les métis ne sont pas concernés par le racisme parce que leur côté blanc en fait, les protégerait en quelque sorte. En France, il y a un abus de langage autour du métissage. On dit métis et en gros on veut dire métis noir-blanc. Ouais. Généralement, alors que dans l'acception réelle, métis, c'est tout ce qui est mélangé. Donc, on peut être métis de 2 pays d'Afrique et être métis. Ici, je trouve qu'il y a plusieurs aspects. Alors, oui, les métis ont certains privilèges par rapport aux personnes noires et ou plus foncées, notamment en ce qui concerne le colorisme et la respectabilité. On a souvent tendance à prêter plus de confiance et de respectabilité aux personnes métisses. Mais il faut rappeler qu'en France, les métisses sont des personnes racisées. Elles sont aussi, du coup, soumises aux préjugés racistes qui constituent la société. Donc, il y a de la discrimination, il y a de la fétichisation. Les métisses, du coup, sont concernées et sont aussi victimes de racisme, quoi. Alors, ce qui est intéressant dans le cas des métis, c'est qu'ils doivent d'autant plus jongler avec le fait qu'une partie de leur famille n'est pas noire et une partie de leur famille est noire. Et dans les deux cas, il peut y avoir de la négrophobie. Là je vais parler quand même des métis noirs. Hein. Donc des choses, tu veux dire, un peu internalisées. Voilà, du côté des familles noires, ça peut être internalisé, effectivement. Et donc dire, de toute façon, puisque tu es métisse, tu as ce privilège, donc tu sais rien et tu peux pas être victime de racisme. Ce qui est factuellement faux, en fait. Moi j'ai mon expérience, mais j'ai parlé aussi avec plein d'autres personnes métisses qui m'ont dit que voilà, il y a du racisme effectivement, mais du coup en fait ce que je trouve important de comprendre, c'est que les métisses sont des personnes entières. Ça, j'ai l'impression que c'est pas très rentré dans la tête des gens, mais en gros, on n'est pas à moitié noir ou à moitié blanc, on est 100% noir et 100% blanc. En fait, on est des personnes, on se coupe pas en deux, quoi. Et du coup, effectivement, les propos racistes concernent aussi les personnes métisses. Et là où c'est difficile, c'est que c'est au moment où tu dois confronter ta famille. C'est un peu le cas du Jérôme, sauf que là, le Jérôme, c'est ton oncle, c'est ta mère, c'est ton père. Et en fait, je trouve que c'est difficile, mais c'est là où il y a le plus de pouvoir. Parce que si tu n'arrives pas à confronter ta propre famille et à dire ça, c'est un propos raciste, ou ça, c'est un délire, toi, t'es blanc. Non, je suis pas blanc. Non, je suis pas blanc. Je suis noir et blanc. Je suis les deux, quoi. Je suis métisse, un mélange de couleurs. Merci, François. Mais en gros, si tu n'arrives pas à confronter ta famille sur ça, c'est pas au travail, quand tu vas subir un truc raciste au travail, ou c'est pas quand tu vas être devant les flics, qu'il va falloir confronter les flics, que tu vas y arriver. Il faut commencer quelque part, et du coup il faut vraiment faire cet exercice de prendre un peu son courage à deux mains et de parler et de dire voilà pourquoi non, t'as tort factuellement sur ça. Tu crois pas que c'est plutôt le contraire ? Enfin, ce qu'on disait dans l'épisode justement Jérôme, c'est que j'ai l'impression que c'est plus difficile, à toi de me dire, hein, je parle sous tout contrôle, mais je trouve que c'est plus facile de confronter quelqu'un, voire de entièrement canceller quelqu'un qui dit quelque chose de raciste, mettons, si cette personne c'est un collègue ou une personne lambda, que si c'est ta propre mère, en fait. J'ai l'impression que c'est plus difficile de confronter, au contraire, ça. C'est plus difficile, mais tu vois, toi-même tu le disais tout à l'heure, que des fois tu te prenais la tête avec des potes, parce que tu dis, attends, on est en relation avec moi, tu me parles de ce sujet, on va en parler, tu vois, alors que le nobody d'à côté, tu vas dire, vis ta vie, c'est pas grave, not my problem. Alors qu'en fait, moi je pense que confronter les gens qui sont proches de nous et qui peuvent d'autant plus faire l'effort de comprendre, justement parce qu'ils sont attachés à nous, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est le plus difficile, parce qu'effectivement, moi, le jour où j'ai dû confronter ma mère sur des trucs qu'elle m'a dit, enfin, tu vois, c'est dur, mais il faut le faire. Enfin, et je pense que c'est vraiment important, et justement ça aide à combattre cette espèce de situation un peu chelou dans laquelle se trouvent les métis, où on leur dit non, mais en même temps t'es pas noir, donc t'es mieux que les noirs, mais en même temps t'es quand même victime de racisme. Non,
Voilà, on est des personnes. On n'est pas des espèces de petits bisounours dans les deux catégories séparées, quoi. Mais c'est vrai que c'est une situation compliquée et je comprends tout à fait parce qu'il y a aussi, comme tu disais, Kevin, de la négrophobie intériorisée dans les familles noires, quoi. Des gens qui vont te sortir des trucs, des arguments coloristes. J'ai dit internalisé tout à l'heure. T'as pas dit ça ? J'ai dit internalisé, c'est intériorisé. Je pense Intériorisé. Intériorisé. Excusez-moi la francophonie. Pardon. Comme disent mes parents, il n'y a pas plus raciste que les Antillais, hein, parce qu'ils sont d'abord racistes entre eux avant d'être racistes envers les autres. Donc, Non, puis c'est un effet de la suprématie blanche, c'est-à-dire il y a des effets psychologiques qui en fait. Oui. Il y a des facteurs historiques qui Historiques, voilà. Bien sûr. de la sociologie aussi, c'est-à-dire que quand tu es, j'imagine, alors moi j'ai pas grandi en région parisienne par exemple, mais j'imagine qu'il y a aussi des familles noires d'origine Antilles, Afrique, peu importe, qui donnent des images ou des idées négatives des noirs à leurs propres enfants noirs, métis ou pas d'ailleurs, tu vois. Donc oui, il y a une partie aussi du problème qui vient de nous. Hein. Ok. Alors. Question suivante. On nous a demandé, si vous étiez sur une île déserte, de nous donner... Non ? L'avion. Le jet privé. Ah oui, je remets le contexte storytelling. Alors, on est dans un jet privé pour aller aux BET Awards et notre avion s'écrase sur une île déserte. Putain, ça, c'est vraiment moche. Et là, on survit. On survit. C'est pas mal. Putain, c'est chaud. Et on doit choisir un livre, un album et un film à amener sur l'île déserte. C'est pas 3 ? Mais... C'est un chacun. Ah ok, d'accord. Bon, ben, mais du coup, comment on peut choisir ce qu'on emmène puisqu'on n'avait pas prévu que l'avion allait Mais s'écraser. si, pour le voyage. Il y a un génie. Si un génie me donne un vœu, je demande de rentrer chez moi ou d'aller au BET Awards. Il te donne un souhait, c'est un bon Fnac. T'imagines, t'as Will Smith qui apparaît en mode je suis le génie, il te propose un vœu, mais c'est une carte d'achat, quoi, c'est un bon d'achat. C'est un bon cadeau. C'est quoi, c'est 50 €. C'est ça. Ok, wesh. Alors. Qui commence ? Allez, moi je commence. Alors, on parle de choses blanches ou black culture. Allez, on te laisse les deux, des choses métisses. Parce que des choses métisses. Parce que j'ai un peu de mal en fait. Parce que par exemple, le livre, alors 3 de mes livres préférés, c'est Chronic City de Jonathan Lethem, qui est un auteur américain. C'est un bouquin qui est paru, genre, je sais pas, dans les années 2000 et tout. C'est un bouquin tout à fait contemporain. Qui est absolument génial et que je vous recommande. C'est l'histoire d'un acteur à la retraite qui en gros vivote à New York et il se passe plein de trucs et c'est un livre qui relève du réalisme magique avec une écriture magnifiquement ciselée, des personnages un peu chelous, etc. Et c'est vraiment génial. Et je le revisite à chaque fois et à chaque fois je suis ce truc apaise mon âme. Un autre de mes bouquins préférés, c'est 84 de George Orwell, donc classique. Ouais. Le parfum de Patrick Suskind, vous savez, que je peux relire 50 fois sans m'en lasser. Mais donc voilà, si je devais choisir un bouquin justement alors noir, j'ai envie de dire Écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau. Mais sans grande conviction parce qu'en fait je sais que sur l'île déserte je vais me faire chier quoi. J'allais dire que c'est un des livres qui m'a quand même beaucoup marqué. Dans ma shortlist il y a Chronique des 7 misères de Patrick Chamoiseau. Ouais, Chamoiseau c'est quand même le OG donc voilà. Mais bon, faut avec ça un peu chiant quand même. Mais je dirais quand même Écrire en pays dominé de Patrick Chamoiseau. Si je dois choisir un album, on fait comme ça, vous voulez faire livre ou j'y dirais tout ce que j'ai? Ah, vas-y, dis tout ce que t'as. Ok. Alors, si je devais choisir un album, alors là, c'est vraiment très très compliqué aussi, parce que le nombre d'albums que je kiffe, oulala, c'est compliqué. L'album contemporain, maintenant, en ce moment, il n'y en a qu'un que tu peux choisir. Oh non, j'ai pas envie de vous faire votre jeu. Non, mais en plus, il me semble que c'était 3. Mais bon, vas-y, continue. C'était 3, mais. Mais bon, non, c'était 3 parce qu'on est 3. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Bref, voilà, si vraiment je dois choisir un truc vraiment contemporain, je vais quand même en choisir 2. Mec, fuck. Alors, je dirais l'album Rare de Old City Engine, parce que ça fait genre 1 an, ça fait genre depuis Arte Radio Days que je vous saoule avec Old City Engine et je continue à écouter. Donc, Old City Engine, c'est mon gars fur. Mais si vraiment je dois prendre un classique, genre intemporel, Miss Education of Lauryn Hill, gros classique, voilà. Et c'est pareil en film, franchement, mon film préféré, c'est pas un film afro-américain ou quoi que ce soit, ou même caribéen ou français, machin, ou africain. Enfin, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Bah, c'est américain. Oui, c'est américain, mais c'est pas afro-américain, je veux dire, c'est pas un truc. C'est un réalisateur français. C'est Michel Gondry, ouais, que j'aime beaucoup, voilà, et Jim Carrey, c'est un de mes acteurs préférés. Donc ouais, je dirais ça. Et du coup, si je devais choisir un truc vraiment en mode black culture, ce serait pas un film, ce serait plutôt The Boondocks en fait. Ce serait plutôt le dessin animé The Boondocks, donc du coup une série. Qui va faire un comeback apparemment. Qui va faire un comeback avec Aaron McGruder, donc le créateur de la série originale, du comics original pour le reboot, parce qu'il était parti pour la saison 4, et du coup la saison 4 était affreuse. Et donc là, il va reprendre, et c'est génial. Donc voilà, désolé, j'ai pas trop joué le jeu, mais voilà ce que je dirais. Ouais, franchement. Alors moi,
Mon film préféré, je le dis sans honte, c'est un teen movie qui s'appelle Clueless. C'est mon film préféré tout court en fait. C'est pas juste mon teen movie préféré. Parce que j'aime bien quand un film s'assume et quand un film assume de parler juste d'une expérience précise. Tu vois, avec dans le temps et dans l'espace, c'est très situé. Donc Clueless, ça se passe à Los Angeles dans les années 90. Tout le monde est habillé comme dans les années 90. Tout le monde parle comme dans les années 90. Ça a été tourné dans les années 90. C'est avec des stars qui sont tombées de leur piédestal depuis. Donc Stacey Dash qui est devenue une républicaine rincée sur Fox News. Donc voilà. Mais c'était une icône à l'époque. Mais C'était voilà, vraiment c'est un génial. symbole. C'est Voilà. génial. C'est avec Donald Murray qui après était dans la série Scrubs. Enfin, voilà. Et ça a été repris Donald dans le Faison, clip de pardon. Iggy Azalea. Fancy. On s'en serait passé, mais voilà. Son seul Je sais bon pas, son. Clueless, j'aime bien que ce soit un des rares teen movies avec des personnages principaux noirs de l'époque. Et c'est- L'héroïne, c'est une blonde quand même, non? Oui, mais sa meilleure amie, c'est un personnage principal, c'est Dion, et avec son copain Murray, et il y a pas mal en fait de dialogues sur le fait qu'ils sont noirs dans un monde de blanc, Ça quoi. reste un sidekick quand même. Voilà, mais bon, c'est rare. À Ok, l'époque, ok. il n'y en avait pas. Ok. Tu vois. Les sidekicks. Et j'aime bien que ce soit léger, mais intelligent et drôle à la fois. Il y a vraiment plein d'humour. Et du coup, c'est un film que j'arrive pas à me lasser de regarder, quoi. Je l'ai vu, mais presque autant de fois que Le Roi Lion. En album, j'ai choisi The Velvet Rope de Janet Jackson. Alors, faut pas me hâter sur ça. Hein. Pareil, je m'en lasserai jamais. J'ai hésité avec Lauryn Hill. C'était mes deux frontrunners. Et sinon, je suis obligée aussi quand même de parler de Homecoming, le live de Beyoncé à Coachella que j'ai écouté, mais je sais pas combien de fois depuis sa sortie. À chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de chialer au passage où elle fait Coming on my plane. Like, ta, 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 ta. Je sais pas, je trouve ça incroyable à chaque fois cette scène. Le passage de Drunken Love Diva. Enfin, je sais pas, en fait, cet album, c'est l'excellence, quoi. Tu sens le truc qui monte. Au début, c'est calme, et puis après, ça monte en puissance. Faut que t'ouvres tes horizons quand même au-delà de Beyoncé. Hein. Oui, mais je sais, mais bon, tu vois, quand tu trouves un truc qui te fait ressentir ça, voilà, le quoi, garder. faut le garder. Et puis, en livre, j'ai pas réussi à me décider. J'ai envie de dire Bell Hooks parce que j'ai encore des trucs à apprendre, tu vois, sur la société, mais en même temps, je me dis, si on est sur une île C'est ce déserte. que j'allais dire, tu Ouais, veux vraiment tu lire regardes- Bell Hooks en boucle? Oui, Des et puis essais politiques. Mais oui, voilà, tu vois, vivre des essais politiques, comment vivre ensemble alors que t'es sur une île déserte, je sais pas. En plus, tu seras sur une déserte avec deux hommes noirs déconstruits et woke, donc qui n'ont pas besoin de faire ce travail, tu vois. Enfin, Ah ouais, non, moi je reste pas coincé sur une île Ah, déserte non. avec une féministe et Bell Hooks. Ah, non. c'est bon quoi. C'est bon Faut quoi. vous déconstruire les On mecs. aurait dû en fait coordonner les trucs qu'on emmène pour pouvoir se prêter les bouquins et les albums parce qu'on va se faire chier en fait sinon. Tu vois, ou si on prend tous les trois le même bouquin, le même film, vous voyez ce que je veux dire? Après, On aurait tout dû dépend faire- s'il y a Internet, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Moi, j'emmènerais juste mon smartphone et mon laptop avec Netflix. Allez, Kevin, à toi. Alors moi sur une île déserte, en bouquin, j'hésite entre deux choses. Sourire de loup de Zadie Smith. j'aurais dû J'ai dire ça. beaucoup d'admiration pour les premiers romans. Donc à l'époque, elle a une petite vingtaine d'années. C'est Zadie ouf, Smith. elle avait 23 ans. Ouais, écrivaine britannique d'origine jamaïcaine, Sourire de loup, White Teeth en anglais, plusieurs familles. sur Classé plusieurs- dans les 100 romans des 50 dernières années par Le Monde. Voilà, c'est un des rares romans contemporains récents que j'ai lu plusieurs fois. Donc il y a ça. Je me ferai un plaisir de le lire une troisième fois. Je l'avais lu une fois en français, une fois en anglais, et vraiment j'avais kiffé. Et j'hésite aussi avec, bon, pas très original, un livre de James Baldwin qui s'appelle La Conversion. Go Tell It on the Mountain, parce que c'est le premier livre afro-américain que j'avais lu en anglais, et c'est assez difficile. Je l'ai lu il y a 10 ans. Je l'ai prêté à quelqu'un et on me l'a jamais rendu. On te l'a jamais Donc j'aimerais bien le relire. Si vous écoutez et que vous avez mon bouquin, que vous êtes un proche, Rendez le bouquin. Rendez le bouquin. En film, trop difficile, donc je vais prendre mon coffret DVD du Chapelle Show. Voilà. Putain, on On va, avait droit au coffret. Ah je triche. Et, on va se taper du Dave Chappelle, quoi. et Putain. en musique, vous avez déjà dit The Miseducation of Lauryn Hill, Velvet Rope, des choses comme ça. François, j'étais surpris que tu prennes pas du Kanye. Bah j'aurais pu. Oh non. Ouais, c'est vrai que My Dark Beautiful Twisted Fantasy aurait aussi été un choix de choix. Moi, si on est sur une île Francky Vincent. déserte et que je suis loin, Stop, Mélanie. que je suis loin de chez moi, je prends Big Sun de Chassol. Particulier venant du lointain. Mais c'est sur les façades de la montagne, c'est tellement beau à entendre, tu entends? Oh putain, mais t'es tellement bourge quoi, t'es tellement snob. Mais voilà, vous pourrez me critiquer. Moi je prends When I Get Home de Solange. Ouais, voilà, Solange non, mais Knowles. je- comme avec mais je m'en fous. Non, mais j'avoue, c'est un bon album. C'est un bon album. Il y a une deuxième partie dans cette question. Oui. Oui,
parce qu'en fait, c'est un certain Nicolas F. Donc, qui nous a parlé de l'île déserte. Et la deuxième partie de la question est peut-être encore mieux. Anaïs, tu veux expliquer ? La deuxième partie, c'est on choisit parmi des personnes blanches de la pop culture avec qui on veut se marier. Non, d'abord. Donc on a quitté l'île déserte. Hein. On a quitté. On retourne sur le continent en héros, en héros. Et en gros, c'est fuck, marry, kill quoi. Qui est-ce qu'on baise ? Avec qui on se marie et qui est-ce qu'on tue ? Donc on a 3 choix. Personne blanche. Ça doit être une personne blanche, évidemment. Une personne non fictionnelle. Ah oui, bien sûr. Non fictionnel, mais voilà, quelqu'un connu. Alors moi, en phoque, je dirais d'abord Marion Maréchal Le Pen. Parce que c'est une femme blanche d'extrême droite. Marion Maréchal. Ah oui, putain, c'est vrai. Ah, ce morceau, putain. Non, parce que voilà, c'est une. Je la trouve relativement mimi, et c'est une femme d'extrême droite, donc j'entretiens un kink d'attraction-répulsion envers Marion Maréchal Le Pen pour toutes les raisons les plus problématiques que vous pouvez imaginer, mais je l'assume, mais de toute façon, voilà, ce n'est qu'un jeu de merde. Mais pour faire un truc un peu moins problématique, sinon, j'entretiens un kink vraiment chelou et persistant pour une actrice américaine qui s'appelle Aubrey Plaza. Ah oui, donc tu te maries avec Aubrey ? Non, j'arrête dans le fuck. Ah, d'accord. Ah, remarque, je me marierais bien aussi avec elle. On peut pas. C'est fuck, marry, kill. Okay, allez, enchaîne. Je vais aussi fuck Aubrey Plaza parce que voilà, vous la connaissez peut-être de Parks and Rec et Scott Pilgrim, et elle est vraiment géniale et voilà, et je suis amoureux d'elle. Je veux me marier avec Lena Headey. Celle qui incarne Cersei dans Game of Thrones, parce qu'en fait on a une compétition avec une pote à moi qui veut également la pécho, et en fait on veut savoir qui va réussir à se marier en premier avec elle, donc j'aimerais bien la snatcher sous les yeux de ma pote et la marier et sécuriser le bag, voilà. Et en kill, je kill l'homme pâle sans l'ombre d'une hésitation et sans autre forme de procès, je sors la sulfateuse. Pour moi, l'homme pâle est un homme blanc qui représente tout ce qui ne va pas dans la culture rap, dans la culture musicale plus généralement, dans la variété, et plus généralement dans la culture française. En fait, il y a un truc qui va pas avec l'homme pâle pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, de white privilege et trucs comme ça, et de dévoiement de la culture urbaine française. Néo-rap ? Le néo-rap, le truc comme ça, les victoires de la musique, les festivals qui vont te booker Vald, Nekfeu et l'homme pâle, mais qui vont chier sur tous les autres rappeurs, sur les gens qui te disent moi j'aime pas le rap et tout, Booba franchement c'est vraiment, il parle que de gun et de machin. Par contre j'aime bien l'homme pâle. C'est les médias qui vont dire que Edith Preto c'est un rappeur, wesh, bref, vous avez compris, je tue l'homme pâle sans hésitation, voilà. Mais c'était un jeu, c'est pas une diffamation. Oui, je dis pas pour de vrai. Ce n'est pas un appel au meurtre si jamais un jour cet épisode est diffusé à notre procès. On veut pas de problème. À moi ? Alors en fuck, j'ai un peu hésité, mais je vais rester sur quelque chose un peu un kink politique comme François. Moi, c'est très bien qui va dire. C'est Kellyanne Conway. Kellyanne Conway, si vous connaissez pas, c'est la conseillère politique du Donald, de celui dont on ne prononce pas le nom, le 45. C'est aussi une commentatrice politique chez Fox News. Elle a tout pour plaire. En fait, au début, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait ouais, elle est un peu vieille, dégueu et tout, mais il y a un petit truc. Et un jour, il y a une photo l'année dernière qui est sortie d'elle assise un peu cambrée. La fameuse photo sur le canapé de l'Oval Office du bureau ovale. Et je me suis dit, elle est un peu bonne. Donc voilà, ce serait tellement faux, frère. Désolé, tellement faux. Le cœur veut ce qui. Enfin, pas le cœur, mais ouais, voilà. La raison ignore ce que le cœur et l'entrejambe. Ah, c'est sale. Pour me marier, j'ai un peu hésité, mais finalement, ce sera Bernard Arnault. D'accord. Je me suis dit, tu es un homme vénal. Tellement raison. Tant qu'à être avec un ou une blanche, je vais directement dans le club fermé des centimilliardaires. On n'en a pas beaucoup parlé. Le mois dernier, fait partie du club fermé des quelques personnes qui ont plus de 100 milliards de dollars. Je trouve que c'est une réussite française. Je trouve qu'on n'est pas assez derrière nos entrepreneurs, nos gens qui créent de l'emploi en France. Et puis en plus, je pourrais... Coupez-lui son micro. Je pourrais être oppressé comme une femme blanche bourgeoise. J'imagine que ça va être très dur, mais je veux bien. J'aurais tellement dû michto Jeff Bezos, mais putain, je suis trop con. En plus, il est divorcé là. Mais je suis trop con. Et pour le kick, en vrai, je voudrais... Non, pas pour le kick. Pour le final avec Bernard. Je voudrais qu'il me nomme à la tête de la Fondation Louis Vuitton. Putain. Ce serait tellement sale. Je ferais des trucs extraordinaires. Bref, des trucs de Renoir à la Fondation. On sera un power couple inédit. J'ai déjà plein de trucs en tête qui se passent. Et puis, pour kill, tous. Quoi ? Ah non, mais là, on va vraiment aller au procès, là. Non. En vrai, pour à peu près les mêmes raisons que François donnait pour l'homme pâle, mais en version télé, je disais Thierry Ardisson.
Mais il s'est déjà killé lui-même. Voilà, il a c'est- plus d'émission. Ouais. C'est vrai, il a plus d'émission. Ouais, il s'est fait têche. Ah, je savais pas. Ah bah, Ouais, du enfin, coup, bon. j'aime pas tirer sur les ambulances, mais bon, voilà. Mm. Ouais. Et toi, Mel? Alors, moi, pour le fuck, je vais faire comme vous, je vais faire du sale. Hein. Mon fuck Fais-nous personnel, c'est un crush sale, un peu inexpliqué. François Ruffin. François Sale.